Cet homme n'est pas un trisomique comme les autres. Lorsqu'il se promène dans sa ville, Bruxelles, tout le monde s'arrête pour lui dire bonjour. Ah, bonjour, maître Alain. Non, ça va. Certaines crottes, là. Ça ira. Ah, c'est moi aussi. Tous les jours comme ça. Je suis le star. Il s'appelle Pascal Duquesne. Il a 39 ans et son destin est hors du commun. Il y a 20 ans, alors qu'il joue au théâtre avec d'autres trisomiques, Pascal est remarqué par un réalisateur. Celui-ci va lui offrir une chance incroyable, le rôle de sa vie. Pascal va donner la réplique à Daniel Auteuil dans le film Le 8e jour. Le 8e jour, c'est l'histoire d'une rencontre entre Georges, un jeune trisomique qui vit dans l'instant présent, et Harry, un homme qui ne vit que pour son travail. C'est la première fois qu'un trisomique tient un premier rôle au cinéma. Et le film va remporter un succès inattendu. Au Festival de Cannes, en 1996. A décidé de donner un prix ex aequo au 8e jour. C'est la surprise. Pascal obtient le prix d'interprétation masculine avec Daniel Auteuil. Depuis, il est devenu un modèle de réussite pour toutes les personnes atteintes de déficience mentale. Bonjour, je suis Pascal Duquesne. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène grâce à cette publicité pour un nouvel opérateur de téléphonie mobile, dans laquelle il revendique sa différence. Vous avez vu, je suis un peu différent. Mais en fait, je suis comme vous. Mais jouer la comédie n'est pas son seul talent. Quand il n'est pas sur les planches, Pascal a une vie bien remplie. Tous les jours, il se rend dans un centre pour déficients mentaux. Et chaque week-end, il s'entraîne dans un club sportif. Ce matin, il a 20 minutes de retard. Et si son coach, Danny, le secoue un peu, c'est parce que dans moins de 2 mois, Pascal doit participer au Spécial Olympique, des Jeux réservés aux personnes atteintes d'un handicap mental. Mais cette année, Pascal est loin d'être prêt physiquement. Danny ne laisse rien passer. Allez, hop. Pascal a le sommeil lourd des fois, il arrive en retard, donc il faut le motiver. C'est le gros problème de Pascal, c'est essayer, il faut être derrière. Pascal a sa notoriété et il croit que tout est permis. Je ne peux pas me permettre par rapport aux autres athlètes de laisser faire Pascal un quart d'heure plus tard. Si je fais ça, ils le font tous. Il en abuse un peu parfois. Vous allez regarder, voilà, il ne court déjà plus. Hein, donc quand il va arriver à ma hauteur là-bas, il va commencer à courir parce qu'il sait que je vais le regarder. Pascal, non. C'est un malin, c'est un très malin, il est même très malin. Donc, vous allez voir, hein, une fois qu'il va arriver là-bas, et je vais me retourner vers lui, il va commencer à courir. Et effectivement, quelques mètres plus loin, Pascal se remet à courir. Pour éviter de faire un deuxième tour de terrain, il tente même un dernier coup de bluff. Arrête, allez, marche à ton aise. Je te connais comme si je t'avais fait. Tu n'as strictement rien. Hein? Ah, tu sais, hein? Malin que t'es. Si Pascal rechigne à courir, il y a un sport dans lequel il excelle. OK. La natation. Il a déjà gagné plus de 15 médailles d'or au Spécial Olympique. Cette année, il se prépare pour nager le 25 mètres en brasse et en crawl. Mais visiblement, là encore, c'est plutôt mal parti. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Oui. T'es sûr que tu te fous de ma gueule? Non. C'est ça que t'appelles la 25 mètres? Oui, alors? Et attends, tu l'as fait en dormant ou quoi? Non. Si. Je t'ai dit que tu le fais dans les mêmes conditions que les Jeux Olympiques. Donc maintenant, je prends le chrono. Et je veux que tu me le fasses de 25 mètres comme tu le fais aux Jeux Olympiques. Pas en dormant comme maintenant, Pascal. Ça ne va pas. Hé. Oh. Oui. Là, il est cuit, hein. Il vient de faire 6 longueurs, il est mort, là. Hein. Oh, Danny, ça va. Hein. 6 mois et demi. On va prendre la douche? Oui. Allez. Réussir malgré son handicap, un pari ambitieux. En France, plus de 20% de personnes handicapées sont au chômage. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Depuis 5 ans, la loi oblige les entreprises à employer au moins 6% de salariés handicapés. Mais dans les faits, seule la moitié respecte ce quota.
Ah, Jamel, est-ce que vous pourriez m'attraper le dossier gris là-haut, s'il vous plaît? Mais avec plaisir, Jean-Pierre, bloquez-moi tout ça. Aujourd'hui, certaines célébrités comme Jamel Debbouze tentent de faire bouger les choses. Cette campagne a été lancée il y a quelques mois pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Tu dis c'est bon, j'ai déjà eu. Laisse béton. Ouais, Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Pour prouver que même avec une déficience physique, tout est possible, Jamel a montré sa main paralysée, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les personnes handicapées soient complètement insérées sur le marché de l'emploi. Et pourtant, certains parviennent malgré tout à décrocher des postes à haute responsabilité. Bon, je vais vous demander un petit coup de main pour passer la marche, s'il vous plaît. Hop. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. À 37 ans, Grégory est l'un des seuls paralysés en Europe à avoir investi le monde de la haute finance. Il est trader dans une grande banque à la Défense. Ça va. Putain, il m'a tout laissé en bracarde, ce con. Suite à un accident, Grégory est atteint de tétraplégie partielle. Il n'a plus l'usage de ses jambes ni de ses doigts. Pourtant, son métier lui demande d'être très rapide pour taper sur un clavier et lancer des ordres boursiers. Pour y arriver, il se sert d'un objet un peu particulier. Ça s'appelle un bracelet métacarpien. C'est uniquement pour taper sur les touches. Sans ça, je pourrais absolument pas travailler, en fait. Grâce à son bracelet, Grégory va aussi vite qu'une personne valide. Dans cette salle de marché, un trader peut gagner facilement plus de 10 000 € par mois. Ce métier, Grégory l'a longtemps pensé inaccessible. J'achète le 145, je vends le 125 et je le fais à 5,40. C'était un rêve, mais je pensais que ça allait rester à l'état de rêve. Et c'est pour ça que moi, je suis très enthousiaste tous les matins quand je viens. J'ai un peu la fleur au fusil et que de me lever le matin à 5 h et de me coucher le soir à 23 h ou minuit, pour moi, tout ça, c'est pas un problème à partir du moment où je peux être assis là tous les matins. Payé 5,40. Grégory a conscience d'être une exception, car comme lui, seuls 12% des personnes handicapées ont accès à des études supérieures. Très peu parviennent donc à des postes à haute responsabilité. Mais paradoxalement, sa réussite, Grégory la doit en partie à son accident. Car à Pouilly-sous-Charlieu, dans la Loire, Grégory était loin d'être un bon élève. Adolescent, il préfère sortir et faire du sport plutôt qu'étudier. Ses résultats scolaires sont peu brillants. Sa mère a conservé tous ses bulletins. Ça me fait du bien de voir comme il est actuellement. Et je me dis, oui, les bulletins auraient pu être meilleurs. Ah oui. Résultat en baisse en cette fin de trimestre. Grégory ne fait pas un travail rigoureux et n'étudie pas ses leçons. Il est urgent de s'en inquiéter. C'était en français. Les notes sont terribles. Les notes sont terribles. 9, 6,5, 4. C'est pas brillant. Sa vie bascule le 3 juin 1990. Grégory a 17 ans. Ce jour-là, alors qu'il fait un tour de moto, il dérape et tombe dans un ravin. Il se retrouve paralysé. Pour ses parents, son avenir est brisé. Mais Grégory va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. C'est un médecin qui vient le voir à l'hôpital. Pour lui, c'est le déclic. Il m'a clairement expliqué, il m'a dit voilà, dis-toi que ton corps il est mort, que tu as la chance d'avoir ta tête, donc ne pense plus qu'à ta tête et ne fais travailler que ta tête. Grégory décide donc de faire de son handicap une force et de réaliser un vieux rêve, devenir trader. Ah là, c'est quand tu rentrais à la maison, là. Il poursuit ses études, passe son bac et parvient à intégrer une école de commerce avec le soutien de sa mère. Tout était compliqué. Déjà, il ne pouvait pas écrire, donc pas prendre de notes. Donc, il fallait... c'était les copains de fac, les copains de lycée, photocopier leurs cours. Moi, après, je perforais tout et je mettais tout ça dans des classeurs, quoi. Il y a eu des jours où il passait les nuits à son bureau pour réviser. Aujourd'hui, Grégory a réussi son pari. C'est un as de la finance. On se couche ? Mais il a toujours besoin d'une aide pour se lever, se coucher, faire sa toilette. Quand il vient dormir chez sa mère, c'est le voisin Claude qui donne un coup de main pour le mettre au lit. Ouais. 1, 2, 3. Quand on a 37 ans, pas facile d'accepter d'être toujours dépendant de quelqu'un. Demain matin ? Ouais, demain. Allez. Sans problème. Merci Claude. C'est une contrainte, ça c'est clair. Après,
cette contrainte, on s'y fait, entre guillemets, on sait que ça c'est immuable, c'est comme ça. Mais entre les deux, on arrive, en s'organisant correctement, à être parfaitement autonome. La liberté, elle s'acquiert. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est d'être obligé de se réapproprier cette liberté. Bonne nuit. À Bruxelles, en Belgique, Pascal Duquesne, lui, est autonome. Cela fait 8 ans qu'il n'habite plus chez ses parents. Il vit seul, dans un appartement. Un petit 3 pièces de 50 mètres carrés. Ici, ma cuisine. Voilà, la vaisselle, je n'ai pas encore fait, mais ça ne sera pas grave. C'est toi qui l'as fait d'habitude, la vaisselle? Oui. Maintenant, je fais mes courses moi-même. J'achète que j'ai envie. Je ne peux pas le prendre. Hein. Je fais attention pour le régime. Alors ici, ici c'est le bureau. J'ai mon cahier, j'ai des livres. J'ai la batterie pour jouer. Qu'est-ce que c'est? Notre pièce, ici, c'est la chambre. Que je dors seul. Moi, j'ai envie de vivre en couple. C'est ça que j'ai besoin. Pour faire le ménage. C'est moi qui fais le repas. Pour manger à deux. C'est ça que j'ai envie. Si Pascal habite seul, il n'est pas complètement responsable pour autant. Écoute, prends 100 euros. C'est sa mère, Huguette, qui gère son compte en banque. Mais tu sors un ticket, hein, Pascal, que je mette dans ta comptabilité. Hein. Malgré sa célébrité, Pascal ne roule pas sur l'or. Tous ses revenus liés au cinéma ou à la publicité reviennent à une association pour déficients mentaux fondée par sa mère. C'est elle qui conserve sa carte bleue. Il n'a le droit de retirer de l'argent qu'avec son autorisation. Il sait gérer son argent seul, Pascal? Dites. Plus ou moins. Voilà, le papier. Vous surveillez quand même? Ah oui, tous ces extraits de compte, oui. C'est moi qui les vérifie parce qu'il a tendance de croire que son budget est élastique. Alors, je lui dis, oh, Pascal, fais attention. Moi, j'essaye de lui dire qu'il doit regarder l'argent qu'on lui rend. S'il doit payer 12 € et qu'il donne 20 €, il doit savoir qu'il doit recevoir 8 € en retour. Et en général, les commerçants sont assez honnêtes. Hein? Chaque week-end, Pascal va manger chez ses parents dans la banlieue de Bruxelles. Le père de Pascal est parti lorsqu'il avait 2 ans. C'est Enrico, surnommé Papy, le second mari d'Huguette, qui l'a élevé. Il le considère comme son propre fils. Mais ce jour-là, Papy n'est pas très content. Pascal a perdu 50 €. Tu as perdu, ou on te l'a pris, ou tu les as dépensés? Non, j'ai perdu. Comment est-ce que ça, c'est que tu sais perdre ça? Quand j'ai gardé dans mon portefeuille, Oui. alors voilà, il est parti. J'ai acheté un sandwich et un pain chaud. Et tu t'es pas trompé quand tu as donné de l'argent? C'est pas là que tu t'es trompé, quand tu as payé. Ah, peut-être. Les parents de Pascal ont tout fait pour que leur fils soit bien intégré dans la société malgré sa trisomie. Huguette l'a toujours poussé à faire du théâtre. Papy, lui, a voulu en faire un athlète. Moi, je rappelais encore une fois avec Papy pour le courir, pour 100 mètres. Le dimanche matin, on partait au bois. Ouais. Et je tenais Pascal par la main. Mets ton pied comme ça, respire comme ça, ferme la bouche, respire comme il faut par ton nez, mouche-toi comme il faut. Allez, avance. Et c'est plus vite. Moi, j'essaye, voilà. J'ai voulu prouver que avec un enfant moins valide, on savait arriver à quelque chose. Il est arrivé au-delà de mes espérances. Ce qui m'impressionne le plus, qu'il sait se débrouiller. Enfin, c'est lui qui l'a voulu, hein. Et que ça a réussi, parce que malgré tout, on avait quand même très, très peur, hein, quand on l'a lâché dans la nature comme ça, hein. Et la plus grande récompense pour Huguette, c'est que son fils puisse voyager seul.
Et n'oublie pas de prendre de la crème pour ton visage. Hein. J'ai dans ma trousse. Ah, ok, ça va alors. Pascal est l'un des rares trisomiques à pouvoir se déplacer un peu partout en Europe sans être accompagné. Ça? Oui. Bah, mets-le dans ta valise, Afieu. Oh, non, je rentre dans la valise. Cet après-midi, Pascal doit se rendre à Paris. Car demain, il danse en duo dans le cadre d'un festival de création contemporaine. Si aujourd'hui Huguette est rassurée de le laisser prendre le train tout seul, cela n'a pas toujours été le cas. Plus jeune, il s'est souvent trompé de gare. Qui se retrouvait à Cologne au lieu d'être à Liège, qui se retrouvait à Anvers quand il devait s'arrêter à Villevorde. Et chaque fois que je lui disais maintenant c'est fini, tu ne voyageras plus seul. Oh non, maman, et donc je l'ai laissé faire. Et maintenant, je touche du bois. Mais mon grand, Maman. Je te vois mardi, d'accord? Ok, ça va. Allez, bonne route, hein? Oui. Mais une fois seul, à la gare de Bruxelles, petit moment de stress pour Pascal. Impossible de trouver son train sur le panneau d'affichage. Oui, bon. Perdu? Je cherche Paris, dans l'écran aussi. Et alors? Bon, même, je regarde, je trouve pas. Ah, bon, voilà. Je l'ai trouvé. Toi, 16h13. Paris Nord. Parfois 6. Deux heures plus tard, Pascal arrive à Paris. Il est accueilli par Luc Boulanger. C'est lui qui produit le spectacle dans lequel Pascal va danser. Ouais, ça va? Ouais. Comme toute célébrité, Pascal a un emploi du temps très chargé. À peine arrivé à l'hôtel, il doit répondre à une interview pour un magazine sur le handicap. Je suis Colette Saulnier. Oui, oui, oui. Je représente le magazine Open Access. Oui. L'interview va durer près d'1 heure. La journaliste évoque la publicité pour un opérateur de téléphonie mobile à laquelle Pascal vient de participer. Et elle va employer un mot qu'il n'aime pas. Certaines personnes ont reproché que c'était utiliser le handicap dans cette campagne. Moi, je parle le mot handicapé. Tout le monde doit être différent. Parfois, il y a des autres personnes, il y a un jeune et ne sait pas marcher comme nous. Moi, je sais marcher. Et voilà la preuve, je fais quand même. Merci Pascal. Si Pascal est énervé, c'est parce qu'il ne se considère pas comme handicapé. Pour lui, le handicap est forcément physique. Non, moi, je n'ai pas les mots handicapés. Moi, je n'ai pas les mots là. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent te poser des questions comme ça. Ouais. Mais ça blesse. La pression médiatique, la fatigue du voyage, le stress du spectacle, pour Pascal, c'en est trop. Est-ce qu'il va pas, Pascal? Je sais pas. Est-ce que t'en as marre de parler de ça? Malgré son coup de blues, Pascal doit se ressaisir car dans quelques heures, il devra monter sur les planches. Nous retrouvons Grégory dans son appartement parisien. Son handicap, il doit le surmonter tous les jours. Comme il ne peut rien saisir avec ses mains, il doit trouver des astuces pour tout. L'idée, c'est d'essayer de compenser. Un objet qui est dense, si j'essaye de l'attraper, en fait, ça marche pas. Donc c'est pour ça que je triche, hop, et je le fais basculer. Chaque matin, Grégory a besoin d'une infirmière pour se lever, s'habiller et faire sa toilette. Mais il ne veut pas être totalement dépendant. Alors, pour être le plus autonome possible, il fait travailler son imagination. J'ai essayé plein de techniques. Donc j'avais pris pas mal d'œufs, parce qu'il y en a pas mal qui ont terminé ou dans l'évier ou par terre. Et au final, c'est cette méthode qui s'est avérée la plus efficace. Disons que c'est celle-ci qui m'a permis d'en mettre le moins souvent par terre. Contrairement à Grégory, la plupart des personnes handicapées qui travaillent ont un salaire proche du SMIC.
Elles n'ont donc pas forcément les moyens de rendre leur logement très fonctionnel. Grâce à ses revenus de trader, Grégory, lui, a pu aménager son appartement pour être plus autonome. Par exemple, abattre une cloison pour avoir une table et des tiroirs à niveau, ou encore changer le système d'ouverture de ses porte-fenêtres. Et ici, j'ai fait faire mettre des porte-fenêtres à la française pour pouvoir accéder en fait au balcon. J'ai fait tailler des encoches au sol pour pouvoir faire passer les roues avant et les roues arrière de mon fauteuil. L'handicap est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Et cette phrase, elle veut tout dire en réalité. L'handicap nécessairement entraîne des dépenses ou des coûts qu'on n'a pas quand on est valide. Moi, je veux pouvoir vivre normalement et pouvoir en profiter de la vie comme tout le monde. Profiter de la vie comme tout le monde. Cela veut dire aussi sortir, voir des amis. Pour se déplacer facilement, Grégory a trouvé la solution. Il a acheté un vieux taxi anglais. L'avantage, c'est que contrairement à la France, tous ces véhicules sont conçus pour accueillir un fauteuil roulant. Grégory a payé son taxi à peine 3 000 €. Pour lui, c'était bien plus rentable que de faire adapter une voiture. Entre l'achat du véhicule et l'adaptation, un véhicule en France, ça peut coûter très rapidement 40 000 €. Avant d'avoir sa voiture, Grégory sortait peu. Car à Paris, seule une vingtaine de taxis sont adaptés aux personnes en fauteuil. Là, ça passera pas. Non, ça passera pas. S'il faut on marche avant ou on marche avant? On marche avant, mais il faut enlever la roulette. Hop là. C'est à gauche. Ce soir, Grégory rejoint des amis dans un restaurant chic de la capitale. Ça va? Tu vas bien? Ça va, ouais. Ça va et toi? Pour Grégory, le plus gros défi aujourd'hui, c'est de lutter contre les préjugés. Il se souvient d'une anecdote qui l'a particulièrement blessé. Je déjeunais avec ma copine et le serveur est arrivé avec une seule carte. Et il a tendu une carte à ma compagne de l'époque et il lui a dit vous me direz ce qu'ils veulent, monsieur, quoi. Pour beaucoup, en fait, être assis sur un fauteuil roulant, c'est avoir une déficience intellectuelle. Les préjugés demeurent et continueront de demeurer tant qu'on ne donnera pas la possibilité aux enfants atteints d'un handicap de côtoyer les autres enfants à l'école. Si Grégory a si bien réussi professionnellement, c'est parce qu'il a tout fait pour suivre une scolarité ordinaire et faire des études. Encore aujourd'hui, 80% des personnes handicapées en France n'ont pas le bac. Pire, environ un enfant sur 10 en situation de handicap ne serait toujours pas scolarisé. Bonjour. C'est le grand jour pour Pascal. Bonjour. 2 ou 3. Ça va? Bien. Dans quelques heures, il doit danser en duo dans un théâtre de la banlieue parisienne avec Amandine, sa partenaire. Tu veux que je te donne un coup de main ou pas? Je ferai une belle fille. Non, voilà, oui. Amandine, il t'attend pour les bretelles. C'est pas à moi qui vais l'aider. Et aussi, Pascal, n'oublie pas aussi de sourire et tout ça, ou de faire le... Tu vois, c'est très beau quand qu'on voit bien sur ton visage, quoi. Amandine connaît Pascal depuis 2 ans. Ce qu'elle apprécie le plus chez lui, c'est sa sincérité presque enfantine. J'aime bien les gens francs. Et Pascal, il délivre son émotion sans censure, sans tabou. Et je crois que c'est ça qui nous manque à nous, les autres non handicapés. C'est on a du mal à montrer nos faiblesses parce qu'on pense que c'est des faiblesses en fait, les émotions. Et Pascal joue dans la comédie, mais dans la vraie vie, il est entier. Pascal et Amandine se produisent devant une centaine de personnes. À première vue, ce spectacle peut paraître banal. Mais pour Pascal, c'est une performance.
À cause de sa trisomie, il souffre d'un retard psychomoteur et intellectuel. Pour lui, coordonner ses mouvements ou même retenir les pas d'une chorégraphie est beaucoup plus complexe que pour une personne valide. Ce jour-là, le succès est total. Pascal n'a commis aucun faux pas pendant son duo. Mais quelques semaines plus tard, c'est un autre défi qui l'attend, remporter une médaille d'or au Spécial Olympique. Et la pression est d'autant plus forte qu'il est à l'honneur sur toutes les affiches. Ces Jeux pour déficients mentaux ont lieu dans la commune de Mons, en Belgique. Pendant 3 jours, 3000 athlètes belges concourent dans une quinzaine de disciplines. Pascal, lui, se prépare pour le 25 mètres en crawl, sa nage de prédilection. Qu'est-ce que vous faites? Pour le chauffer les muscles. Ils sont obligés de le faire. J'espère le premier. J'espère. Mais la course ne va pas se dérouler comme prévu. Malgré un beau plongeon, Pascal mettra 29 secondes à parcourir ses 25 mètres. Une mauvaise performance qui lui vaut la 7e et dernière place. On lui remet quand même une médaille, mais cela ne suffit pas à atténuer sa déception. Trois heures plus tard, c'est la dernière épreuve pour Pascal et aussi sa dernière chance de remporter une médaille d'or. Il concourt à présent pour le 4 x 25 mètres en relais. Pascal n'osait presque plus y croire. On la va, on la. Et pourtant, lui et ses coéquipiers obtiennent la première place sur le podium. Malgré son handicap, Pascal a déjà une longue carrière de sportif et d'artiste derrière lui. Et ce n'est pas fini. On le retrouvera bientôt dans un film de science-fiction dont la sortie est prévue en janvier prochain.